Imagine que tu es dans un tribunal, l'ambiance est lourde, le silence est pesant. Tous les regards sont tournés vers un homme debout à la barre des témoins. Il pose sa main sur la Bible. Il jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Sa voix est ferme, son regard est stable, son visage n'exprime aucune émotion particulière. Il répond à chaque question avec calme et précision. Le jury l'observe, les avocats l'observent, le juge l'observe. Ce que personne dans cette salle ne sait encore, c'est que chaque mot qui sort de sa bouche est un mensonge. Maintenant, voilà la vraie question. Si tu avais été dans ce tribunal, est-ce que tu aurais pu le savoir ? Est-ce que tu aurais pu détecter ce moment précis où cet homme a décidé de construire une réalité qui n'existe pas ? La plupart des gens répondent « oui, je l'aurais senti, mon instinct me l'aurait dit ». Mais voilà ce que la science répond à ça. Les études montrent que les êtres humains détectent les mensonges avec un taux de réussite de 54%, ce qui est à peine mieux que si tu avais simplement lancé une pièce en l'air. Alors pourquoi sommes-nous aussi mauvais pour détecter les mensonges ? Et surtout, qu'est-ce qui se passe réellement dans le cerveau d'un menteur ? C'est exactement ce qu'une équipe de chercheurs de l'Université de Pennsylvanie a décidé de découvrir en 2004, et ce qu'ils ont trouvé a tout changé. En 1994 aux États-Unis, un homme du nom de Michael Crow a été interrogé pendant des heures par la police pour le meurtre de sa sœur. Il avait 14 ans. Les policiers étaient convaincus qu'il mentait. Ils ont utilisé toutes les techniques d'interrogatoire disponibles. Au bout de plusieurs heures, Michael a fini par avouer. Le problème, c'est ce qu'il n'avait rien fait. Il était innocent. Un autre suspect a été identifié plus tard grâce à des preuves ADN. Michael avait avoué un crime qu'il n'avait pas commis, simplement parce que des policiers entraînés à détecter les mensonges s'étaient complètement trompés. Cette histoire soulève une question fondamentale. Si des professionnels entraînés pendant des années à détecter les mensonges peuvent donc se tromper à ce point, qu'est-ce que ça dit vraiment de notre capacité à voir quand quelqu'un ment ? Et surtout, qu'est-ce qui se passe réellement dans le cerveau d'un menteur ? La réponse que la science a trouvée à cette question va changer la façon dont tu regardes les gens autour de toi pour toujours. Pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un menteur, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui dit la vérité. Parce que c'est en comparant les deux qu'on réalise à quel point mentir est une opération extraordinairement complexe. Quand tu dis la vérité, ton cerveau fait quelque chose de relativement simple. Il accède à une information stockée dans ta mémoire, il la formule en mots, et il la transmet. Une seule zone principale s'active, le cortex préfrontal, la zone responsable du langage et de la pensée consciente. Maintenant, imagine ce qui se passe quand tu mens. Ton cerveau doit faire plusieurs choses en même temps. Premièrement, accéder à la vraie information. Parce que pour construire un mensonge convaincant, tu dois d'abord savoir ce qui est vrai. Deuxièmement, supprimer activement cette vraie information. Ton cerveau doit littéralement bloquer la vérité pour qu'elle ne sorte pas par erreur. Troisièmement, construire une fausse version cohérente et crédible. Quatrièmement, surveiller en permanence ce que tu as déjà dit pour ne pas te contredire. Et cinquièmement, observer la réaction de la personne en face de toi pour ajuster ton mensonge en temps réel si nécessaire. Tout ça en moins d'une seconde, simultanément. C'est pour cette raison que dans l'étude de l'Université de Pennsylvanie publiée en 2004 par le docteur Sean Spence et son équipe, les scanners IRM ont montré que 7 zones différentes du cerveau s'activent en même temps pendant le mensonge. 7 zones, contre une seule pour la vérité. Ton cerveau travaille littéralement 7 fois plus dur quand il ment. Et cette surcharge cognitive, ce travail intense que ton cerveau réalise, a des conséquences directes sur ton corps. Des conséquences que tu ne peux pas contrôler aussi facilement que tu le crois. Parlons maintenant de ce que ton corps fait pendant que ton cerveau est occupé à construire un mensonge. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment fascinantes. Le premier signal, c'est la transpiration. Quand ton cerveau est en surcharge cognitive, comme on vient de l'expliquer, ton système nerveux autonome s'active. C'est la partie de ton cerveau qui contrôle les fonctions involontaires, la respiration, le rythme cardiaque, la transpiration. Et ce système réagit au stress du mensonge en déclenchant une légère transpiration, principalement dans les paumes des mains et sur le front. C'est imperceptible à l'œil nu, mais c'est mesurable. Et c'est précisément ce que le polygraphe, le détecteur de mensonges, tente de mesurer. Le deuxième signal, ce sont les pupilles. En 2012, une étude de l'Université de Groningen aux Pays-Bas a démontré que les pupilles se dilatent légèrement pendant le mensonge. Pourquoi ? Parce que la dilatation des pupilles est directement liée à l'effort cognitif. Plus ton cerveau travaille dur, plus tes pupilles s'élargissent. C'est automatique, c'est involontaire, et c'est visible si on sait quoi chercher. Le troisième signal, et c'est probablement le plus fascinant, ce sont les micro-expressions. En 1966, deux psychologues américains, Paul Ekman de l'Université de Californie et Wallace Friesen,
ont fait une découverte qui allait révolutionner notre compréhension des émotions humaines. Ils ont découvert que le visage humain produit des expressions émotionnelles involontaires qui durent entre un 10e et un 20e de seconde, tellement rapides qu'elles sont invisibles à l'œil non entraîné, mais tellement réelles qu'elles révèlent ce que la personne ressent vraiment, indépendamment de ce qu'elle dit. Ekman a passé des décennies à cataloguer ces micro-expressions. Il en a identifié 7 universelles, présentes dans toutes les cultures humaines sur la planète. La peur, la colère, le dégoût, la tristesse, la surprise, le mépris et la joie. Et il a démontré que ces expressions apparaissent sur le visage d'un menteur, même quand ce menteur fait tout son possible pour les cacher. Pour te donner un exemple concret, imagine quelqu'un qui te dit « Non, je ne suis pas en colère contre toi », mais pendant un 20e de seconde, juste avant de prononcer ces mots, les muscles autour de ses yeux et de sa bouche ont formé une expression de colère pure. Tu ne l'as pas vu consciemment, mais ton cerveau l'a enregistré, et c'est peut-être pour ça que quelque chose en toi ne l'a pas cru. Parlons maintenant du polygraphe, le fameux détecteur de mensonges qu'on voit dans tous les films policiers. Cette machine impressionnante avec ses fils, ses capteurs et ses graphiques qui s'agitent dans tous les sens. La question que tout le monde se pose, est-ce que ça marche vraiment ? La réponse honnête de la science est pas vraiment, et voilà pourquoi. Le polygraphe ne détecte pas les mensonges, il détecte le stress physiologique, la transpiration, le rythme cardiaque, la pression artérielle et la respiration. L'idée derrière, c'est que mentir crée du stress et que ce stress est mesurable physiquement, ce qui est vrai en partie, comme on vient de l'expliquer. Mais voilà le problème fondamental, le stress n'est pas exclusif aux mensonges. Tu peux transpirer et avoir le cœur qui s'emballe simplement parce que tu es nerveux d'être dans une situation d'interrogatoire, même si tu dis la vérité. Et à l'inverse, un menteur entraîné qui ne ressent pas de stress particulier peut tromper le polygraphe relativement facilement. En 2003, le Conseil national de recherche des États-Unis, une institution scientifique indépendante, a publié un rapport de 400 pages après avoir analysé des décennies de recherche sur le polygraphe. Leur conclusion était sans appel. La précision du polygraphe est insuffisante pour justifier son utilisation dans des contextes où les enjeux sont élevés, comme les enquêtes criminelles ou le recrutement dans les services de sécurité nationale. Pourtant, aujourd'hui encore, le polygraphe est utilisé dans de nombreux pays, pas parce qu'il est fiable scientifiquement, mais parce qu'il a un effet psychologique puissant sur les suspects qui y croient. Parlons maintenant d'une chose que personne n'aime admettre. Tout le monde ment, pas seulement les criminels dans les tribunaux, pas seulement les politiciens dans leurs discours. Tout le monde. Toi, moi, les gens qu'on aime. En 1996, le psychologue Robert Feldman de l'Université du Massachusetts a mené une étude fascinante. Il a demandé à des inconnus de se rencontrer et de discuter pendant 10 minutes. Ensuite, il leur a montré la vidéo de leur conversation et leur a demandé d'identifier les moments où ils avaient dit quelque chose de faux ou d'inexact. Le résultat était stupéfiant. En moyenne, les participants avaient menti 3 fois pendant ces 10 minutes de conversation, et la plupart n'en avaient pas conscience avant de voir la vidéo. 3 mensonges en 10 minutes. Ce n'est pas de la malhonnêteté pathologique, c'est de la biologie sociale, parce que tous les mensonges ne sont pas créés égaux. Il y a les mensonges de protection. Exemple, je vais bien merci, mais en vrai, tu ne vas pas bien du tout. Il y a les mensonges de politesse. Exemple, c'est délicieux, mais au fond de toi, tu sais que le repas était moyen. Il y a les mensonges de survie sociale, des petites distorsions de la réalité qui lubrifient les relations humaines et évitent les conflits inutiles. Et puis il y a les mensonges destructeurs, ceux qui brisent la confiance, ceux que le cerveau travaille le plus dur à construire et à maintenir. Et c'est précisément cela que la science apprend de mieux en mieux à identifier. Mais voilà ce que personne ne te dit encore. Les neuroscientifiques travaillent actuellement sur quelque chose de bien plus précis que le polygraphe. Des algorithmes d'intelligence artificielle capables d'analyser en temps réel les micro-expressions, les variations de la voix, les mouvements des yeux et l'activité cérébrale simultanément. En 2018, des chercheurs de l'Université du Michigan ont développé un système d'IA capable de détecter les mensonges dans des vidéos de procès réels avec un taux de précision de 75%, bien supérieur aux 54% des humains. Ce qui soulève une question profonde et troublante. Si la technologie devient capable de détecter les mensonges avec une précision proche de 100%, qu'est-ce que ça change pour la société, pour la justice, pour les relations humaines ? Est-ce qu'un monde sans mensonges possible serait vraiment meilleur ? C'est une question à laquelle la science seule ne peut pas répondre. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Mentir est l'une des opérations les plus complexes que ton cerveau puisse réaliser. 7 zones cérébrales activées simultanément. Un corps qui envoie des signaux involontaires que tu ne peux pas totalement contrôler. Des micro-expressions qui durent un 20e de seconde et qui révèlent ce que tu ressens vraiment.
Sean Spence, à l'Université de Pennsylvanie en 2004. Paul Ekman, à l'Université de Californie depuis les années 1960. Robert Feldman, à l'Université du Massachusetts en 1996. Des décennies de recherche pour comprendre quelque chose que chaque être humain pratique plusieurs fois par jour. La science ne te rend pas capable de détecter tous les mensonges, mais elle te donne quelque chose de précieux, une compréhension plus profonde de ce qui se passe réellement quand un être humain décide de construire une réalité qui n'existe pas.